Bienvenue dans La Voix du couple, le podcast qui vous accompagne dans cette magnifique aventure qu'est la vie à deux. Nous sommes Anna et Johan, deux humains qui avons fait le choix de partager un chemin commun avec ses joies et ses défis du quotidien. Pour nous, le couple est un espace fascinant qui invite à l'introspection et offre des possibilités d'épanouissement sans limite. Parce que vivre, c'est apprendre à toujours mieux aimer, nous avons à cœur de vous partager les épreuves et les enseignements que nous tirons régulièrement de notre expérience du couple, pour grandir ensemble. Alors que vous soyez ou non en couple, passionné de relations humaines ou amoureux de l'amour, ce podcast est fait pour vous. Cheminons ensemble sur la voie du couple. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Voix du couple, épisode 19. Dernier épisode de cette saison, avant les grandes vacances. Ouais. Et pour cet épisode, on voulait vraiment vous faire un bilan un petit peu de cette saison 1. Qui est depuis les débuts jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a appris, tout ce que ça nous a apporté comme belles choses, des choses aussi un petit peu plus difficiles qu'on a appris sur nous, etc. On voulait faire vraiment un bilan de tout ça. Peut-être aussi parler un peu du futur, de ce qu'on envisage pour le projet. Exactement. Ouais. Et peut-être commencer aussi par des remerciements. Oui. Tout à dire fait. Merci parce qu'on a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Non, je crois que le premier épisode c'était fin novembre 2023, donc c'est la fin de l'année 2023 quoi en gros. Ouais, donc c'est récent, c'est moins d'un an quoi. Et en quelques mois, vous avez fait monter l'audimat comme on dit. Et vous nous avez envoyé plein de retours positifs, plein de soutien qu'on reçoit tous les jours sur nos réseaux sociaux. Et merci pour ça. Vraiment, c'était très important. Merci aussi à nos deux invités qui nous ont suivis un petit peu dans ces débuts. Ouais. Et avec qui on a pris énormément de plaisir à échanger. Ça, c'était plutôt sur la fin de la saison qu'on a commencé qu'on a commencé ce format-là. Ouais. Où on invite des gens. J'ai l'impression que ça vous a plutôt plu, donc c'est cool. Et ça nous a aussi beaucoup plu parce que c'est vrai que là, on parle beaucoup de nous, en fait, mais c'est bien d'avoir une vision extérieure. Tout à fait. Et des conseils, des nouveaux conseils, une nouvelle vision des choses que nous, on n'a pas forcément. Et du coup, on va continuer, je pense, pour parler un peu de la suite, on va continuer à alterner entre des épisodes où on est juste tous les deux, on va directement dans le fond du truc, parce que j'ai l'impression que ça aussi, ça vous parle. Ouais. Et on va aussi, on va alterner avec des épisodes où on invite des gens qui nous parleront de leur parcours pour ouvrir un peu plus le projet, quoi. Mais voilà, même s'il y a des choses sur lesquelles nous, on n'a pas forcément de connaissances. Ouais, tu vois, certains types de couples que nous, on connaît pas. Ouais. On n'a pas envie de parler de choses qu'on ne connaît pas. Ouais. Donc, on a envie de parler de choses qu'on connaît, tu veux dire plutôt. Non, on a envie de parler de choses qu'on connaît. Oui, voilà, c'est ça. Mais tout ce qu'on connaît pas. On peut pas se permettre. On peut pas se permettre d'en parler comme si on connaissait, alors que c'est pas vrai. Donc, c'est à ce moment-là qu'on trouve ça hyper pertinent d'inviter des spécialistes. Par exemple, tu vois, moi, on m'en parlait. On aimerait bien parler à quelqu'un qui, par exemple, qui est dans le polyamour ou parce que c'est une vision du couple qui est tellement différente de la nôtre. Et en même temps, on a envie de comprendre, on a envie d'échanger, voir s'il y a des. De ouf. Ouais. Et voilà, et on sait que notre public aussi, il est demandeur de ça. Ouais. Donc, et d'ailleurs, donc, si vous avez des idées d'invités, ou si vous avez des histoires qui sont un peu en marge atypique par rapport à la norme du couple et qui correspond peut-être pas forcément à ce que nous on va incarner, on est très ouvert au fait de discuter, de vous inviter, d'en parler. On pensait à des gens qui sont dans le polyamour ou alors dans les relations ouvertes ou des choses comme ça, ou même aussi des types de relations, par exemple des relations avec tu vois des différences culturelles ou ethniques, de la distance, des relations à distance, enfin plein de choses que nous on vit pas au quotidien de notre couple et qui peut éclairer certaines de vos situations. On est très ouvert à parler à des gens comme ça, et aussi bien sûr continuer aussi à parler à des gens qui ont des métiers dans ce domaine-là et qui peuvent apporter un éclairage nouveau par rapport aux problématiques du couple, tu vois. Donc voilà, on va ouvrir tout ça. C'est pour vous dire aussi qu'on est très ouvert à vos à vos remarques, à vos conseils là-dessus, s'il y a des gens que vous aimeriez qu'on invite, ou alors vous-même si vous pensez que vous avez une histoire intéressante. Voilà. Donc c'est ça, c'était pour faire un petit point sur ce format en date avec, qui va continuer pour la nouvelle saison à partir de la rentrée là. Exactement. En alternant encore une fois avec des épisodes où on sera juste tous les deux. Exactement. Voilà.
peut-être qu'on peut rentrer dans le vif du sujet de tout ce qu'on a appris. On peut faire le bilan de... Voilà, tout ce qu'on a appris, tous les enseignements qu'on a reçus. C'est un peu un épisode tea time. On est en train de siroter un thé Regardez le bruit du thé. ASMR. S'il y en a que ça agace, on va faire attention. C'est un mukbang, c'est ça? Non. Donc, qu'est-ce que ça nous a appris cet épisode, cette saison? Plein de choses. Tout d'abord, je dirais que ça nous a réappris. Enfin, en tout cas, personnellement, moi, ça m'a réappris à apprendre. Chose que je ne faisais plus trop. Je le fais encore un peu dans le cadre de mon métier, mais bon, il y a aussi des automatismes qui rentrent. Ouais. Moi, je suis dentiste à côté et j'avais perdu un peu cette curiosité, tu vois, d'apprendre sur des sujets que je connais pas trop, de me renseigner. Je me suis reconnectée à ma curiosité aussi, tu vois. Ouais, complètement. Ça crée vraiment une ouverture d'esprit. Et moi, je sais que j'ai repris la lecture aussi grâce à ça. J'étais une enfant qui lisait énormément parce qu'à l'époque, moi, je suis née dans les années 90, toi aussi. Il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait rien. Donc, en fait, pour se distraire, on devait lire. Donc, je sais que tous les deux, on était des gros lecteurs, mais qu'on a perdu ça, je dirais, pendant à l'adolescence. Ouais. Je pense toi aussi, c'est un petit peu ton cas. Ouais. Ça a permis ça a permis, voilà, en fait, de cadrer un petit peu la réflexion et du coup pour nourrir, tu vois, parce qu'à chaque épisode on doit apporter quelque chose de neuf aux gens, et du coup ce cadre-là nous a permis d'aller chercher des informations ailleurs et donc du coup de nous remettre à lire et ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça nous permet, moi j'aime pas défendre simplement une chapelle sans aller regarder ce que dit la personne qui pense l'inverse en face. Tellement. Donc c'est hyper important pour moi en tout cas, de garder cet esprit critique, d'avoir un esprit critique. C'est-à-dire que quand on avance quelque chose dans le podcast, on est toujours ouvert à dialoguer avec des gens qui sont pas d'accord. D'ailleurs, on le fait souvent, tu vois, quand on a des remarques spontanément qui viennent. Et moi-même, je fais attention toujours quand je vais aller regarder, quand je vais aller lire un auteur, je vais essayer d'aller chercher les gens qui disent l'inverse, en fait. Tu vois. Et d'ailleurs, c'est important. Je pense que c'est un truc peut-être qui manque à notre époque. Alors, je dis pas que je suis un exemple de ça parce que moi-même j'ai plein de biais et moi-même j'ai des trucs où genre je reste parfois qu'avec un mode de pensée. Mais disons que j'ai quand même une petite ouverture d'esprit qui fait que je me dis toujours mais attends, là le mec a dit ça a l'air intéressant, ça correspond à mes valeurs et tout. Mais est-ce que le mec qui dit l'inverse en face, est-ce qu'il n'y a pas des choses intéressantes qui pourraient enrichir la réflection, tu vois. Et on essaie de le faire, par exemple, sur la question de la psychanalyse. Moi, j'ai lu des livres, par exemple, Moussa Nabati, qui ont vraiment nourri notre réflexion sur l'idée de la fusion, de la rupture-fusion, tous ces choses-là, et qui sont vraiment ancrés dans l'héritage psychanalytique, la psychanalyse freudienne, voilà. Et du coup, on est allé chercher en même temps chez des dissidents de la psychanalyse, et notamment des héritiers modernes comme Didier Pleu, que je salue, qui me suit aussi, et qui lui va avoir un point de vue qui va être radicalement différent de celui de la psychanalyse, tu vois, et qui va plus être orienté sur les TCC, et voilà. Et du coup, quand on fait des épisodes sur certains sujets, ça nous pousse à creuser sur la théorie inverse, et ça permet d'enrichir la réflexion parce qu'on se rend compte que finalement, souvent, dans deux théories inverses, il y a des points sur lesquels les gens de concordance, c'est ça. Et en fait, ça s'enrichit mutuellement. Ouais. Et c'est très intéressant justement de développer un peu un truc comme ça, de pas rester dans sa chapelle. Enfin voilà, moi en tout cas c'est ce que permet de faire ce podcast, de cultiver une ouverture d'esprit énorme. Parce qu'on n'a pas fait forcément d'école de psychanalyse ou de psychologie. Et c'est peut-être aussi une richesse. Toi, t'es en train de te former. Même si je suis en train de me former, je pense que c'est aussi une richesse d'arriver avec un esprit de neuf, tu vois, et du coup de pouvoir cerner les différentes écoles, d'y aller sans a priori en fait, sans on m'a appris comme ça et c'est tout, tu vois, genre non, on a une espèce d'ouverture d'esprit aussi qui est intéressante. Bon, maintenant je me forme aussi. C'est peut-être aussi ce que m'a appris le podcast, c'est ça aussi, c'est que j'ai envie d'accompagner les gens. Et on en reparlera. On en reparlera. On en reparlera. Peut-être deuxième point sur ce que ça nous a appris, ça nous a reconnecté tous les deux vraiment à des compétences qu'on ne pensait pas du tout avoir ou qu'on pensait avoir perdues aussi. Comme moi surtout au début. Je sais pas si vous l'avez senti, mais dans les premiers épisodes, moi j'avais la voix qui tremblait un petit peu. J'étais pas forcément à l'aise avec le côté spontané comme là on le fait, c'est un épisode hyper spontané. J'étais pas forcément à l'aise avec ça. Je cherchais un peu mes mots, je me disais que j'allais pas être prise au sérieux, enfin j'avais
un petit peu un syndrome de l'imposteur. Et en fait, à force de faire et d'enregistrer, eh ben, on acquiert plus de confiance. On développe des nouvelles compétences. Par exemple, tout ce qui est montage, etc. Tout ce que vous voyez pas en fait, et qui nous permet de poster régulièrement, de faire régulièrement des épisodes. Ouais, tout à fait. Toi, ça nous a reconnecté à plein de trucs en fait, au côté rédactionnel aussi, au côté synthétique, synthétiser des épisodes, faire un plan. C'est des trucs de lycée, hein. Mais moi, j'adorais ça. J'étais fort en philo et tout. J'adorais ça. Pour l'anecdote. Si vous avez l'impression que Yo-Yo est un petit peu à l'aise avec l'oral et avec toutes ces thématiques un peu philosophiques et tout, c'est pas pour rien. Sachez qu'il a eu 20 au bac de philo et qu'il est même passé sur le Grand Journal. Vous pouvez retrouver la vidéo si ça vous... Non, mais je pense que vous allez pas le reconnaître parce qu'il avait pas la même tête. J'étais passé avec Luc Ferry à l'époque. Qui était ministre de la Culture et c'était marrant. C'était marrant. Non, moi j'ai toujours aimé la philo, donc tu t'es reconnecté un peu à ce truc-là. Ça a permis de renouer avec le questionnement philosophique, mais sous un angle qui est un peu plus psycho. Et j'ai toujours été passionné par la psychologie. Et en fait là, ce projet, c'est un peu le moyen de réconcilier psychologie, philosophie. Exactement. Et couple quoi, enfin, truc de la vie réelle quoi. Ouais. Mais comme la relation, encore une fois, c'est tellement le truc le plus fondamental pour une vie humaine. En fait, c'est un peu l'endroit depuis lequel on peut parler de tellement de choses. Donc, on peut parler de ça tout. peut rayonner encore une fois sur philo, sur la philosophie, le développement personnel, la spiritualité, la psychologie, la psychanalyse. Enfin voilà. On a bien choisi notre sujet finalement. On a bien choisi puisque la relation, l'autre c'est un miroir, donc t'apprends sur l'autre, t'apprends sur toi. Enfin, tout type de relation, hein, pas que les relations amoureuses. Hein. Mais Et c'est aussi une aventure entrepreneuriale parce que mine de rien, on doit gérer aussi des problématiques financières parce que ça coûte de l'argent, il y a du matos partout autour. Là, on a dû investir. Vous ne voyez pas, mais au début, ça m'a un peu bloqué. Je me disais, mais j'investis de l'argent et je sais pas, notamment dans le matos. Caméra, les lights, les micros, etc. Les cartes son, les ordinateurs. Et moi, ça me faisait peur, quoi. Je me dis, et si ça marche pas, et si. Et en fait, je me suis rendu compte après coup que même si aujourd'hui on vit pas du tout, on gagne pas d'argent sur le podcast, tout ce que ça nous a apporté, c'est énorme. Et je regrette pas d'avoir investi cet argent. Et puis vraiment, potentiellement, je veux dire, le but aussi, c'est derrière de vous rencontrer, de proposer des accompagnements et tout ça. C'est ça. Et voilà. Et donc ça permettra de une porte d'entrée un petit peu à tout ça. C'est que le début d'une grande aventure. Mais en tout cas, clairement, il y a des problématiques entrepreneuriales derrière ce projet. Complètement. Par exemple, pour être tout à fait transparent, on fait de la publicité pour les. C'est ça. On doit dépenser tous les mois dans la sponsorisation, donc il faut quand même avoir. Pour acquérir de nouveaux abonnés, pour parler à plus de monde. C'est-à-dire que si vous voulez vous lancer là-dedans, sachez qu'un podcast, c'est pas rémunérateur. Non. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on avait discuté avec un gars qui était un petit peu spécialisé là-dedans, et il nous disait que au bout de 6 mois, quasiment les 3/4 des podcasts s'arrêtent, puisqu'en fait, on se rend compte que c'est beaucoup de boulot pour aucun retour. Et donc, si tu veux en faire ton activité principale, faut vraiment que tu aies un plan d'action parce que c'est ça. parce que c'est pas rémunérateur du tout. Mais nous, le but, c'est pas de... En fait, je pense qu'on se rémunérera pas avec le podcast en tant que tel. Non, ça c'est sûr. C'est le but, c'est encore une fois de vous rencontrer derrière, de proposer des accompagnements thérapeutiques. C'est un peu une vision à long terme. Et c'est un peu une vision à long terme. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure podcast, il faut que vous ayez une vision en fait. Une vision à long terme. Si vous n'avez pas de vision à long terme, juste le podcast. Ou juste que ce soit ton kiff de parler avec des gens et que ce soit vraiment juste une passion, tu vois. C'est ça, ou alors juste une passion. Parce que t'as des gens qui arrivent à en vivre derrière en proposant par exemple de faire du brand content pour d'autres. C'est ça. Pour d'autres boîtes parce qu'ils ont leur expertise, ils savent comment faire un podcast et parler de sujets et tout ça. C'est quand même un marché qui est. Complètement. Mais bon, c'est si pas vous le voulez même... en faire votre métier, c'est-à-dire gagner votre vie avec, il faut soit que vous ayez une vision, soit devenir prestataire pour d'autres personnes, soit avoir le podcast le plus écouté de France. Voilà, c'est ça. Enfin, parmi les plus écoutés. Et du coup, ou alors vous faites ça uniquement par passion. Voilà. Et là, il y a plus de chances que du coup, vous continuiez. Mais en vrai, nous, c'est un peu ce qu'on fait. On a une idée derrière la tête parce qu'on veut faire des accompagnements et tout. On a un peu les deux, quoi. On a le côté passion et on a le côté vision.
Et c'est le côté passion, c'est bien, mais ce qui fait tenir aussi dans le temps, c'est le fait d'avoir une vision aussi. C'est que je sais que dans d'ici quelques temps, on proposera des retraites, on proposera des ateliers, on proposera des accompagnements. Et ça fait que je pense pas m'arrêter de faire le podcast avant un petit bout de temps. Exactement. Parce que c'est aussi un moyen de creuser plein de sujets autour de ces problématiques-là. Et enfin voilà, c'est. Ouais. Tout à fait. Et voilà, ce que je disais par rapport au développement de compétences. Moi, par exemple, j'ai appris à faire du montage de vidéos, à mettre les sous-titres, à créer des reels pour les réseaux. Toi, tu le savais déjà, mais non, en vrai, tu montais de la musique, mais les épisodes audio, c'est un peu différent. Vrai, oui, ça ressemble, mais c'est un peu différent. Enfin, en vrai, il y a tellement de skills qu'on voit pas aujourd'hui. Si tu veux avoir un projet avec le digital, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut le faire, mais en même temps, il faut des compétences, quoi. Parce que ça coûte de l'argent. Si on le faisait, si on avait délégué ce qu'on faisait. Ouais. Moi, je sais. Sachez que pour le moment, on délègue rien. On délègue rien, on fait tout. Et d'ailleurs, on reçoit des messages de gens qui disent on peut faire le montage pour vous et tout, mais déjà qu'on dépense pas mal d'argent sans en gagner du tout. Et ben en fait, c'est des trucs qu'on préfère faire nous, quoi. Parce qu'on sait combien ça coûte. En fait, moi, j'ai un pote qui a fait faire son podcast clé en main par quelqu'un d'autre avec la prise de vue et tout. Dans un studio et tout. Et c'est des chiffres où j'étais en mode. Des dizaines de milliers d'euros. De cet ordre-là, si tu veux tenir 6 mois, genre. Et nous, on a fait plus de 6 mois. On s'est dit en fait, c'est ça que ça vaut ce qu'on fait. Genre, c'est ouf quand même. Tu vois, enfin, ça vaut de l'argent. Nous, on a l'impression qu'on fait ça chez nous artisanalement, mais en fait c'est un truc qui vaut de l'argent, tu vois. Donc c'est du temps vraiment investi, quoi. C'est pas rien, tu vois. Et c'est pour ça d'ailleurs que là on est en vacances et que et qu'on a ralenti le rythme, parce que c'est vrai que c'était pas rien. C'est intense, en fait. C'est pas rien. C'est intense, parce que t'es en même temps podcasteur, et nous on a fait le choix aussi pour faire vivre un peu le podcast d'être créateur de contenu. Voilà, aussi. C'est ça, exactement. D'être présent sur les réseaux. Tout le monde ne fait pas ça. Non. C'est vrai que le côté création de contenu, il rajoute énormément. C'est du taf. Énormément de temps et d'investissement. Effectivement, si vous voulez juste faire un podcast, c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, c'est dur de faire connaître un podcast si à côté si t'investis pas, à côté. Et en plus d'investir en termes d'argent aussi, d'investir en termes de temps, d'être tout le temps présent, de poster quasiment tous les jours et tout. Là, ça fait 6 mois qu'on poste quasiment un réel par jour. Et on se rend pas compte comme ça, mais c'est vraiment beaucoup de boulot en fait. Puis on a pris un directeur artistique pour nous faire la oui, c'est peut-être le seul. Non, on a pris un ingé son aussi, Orson. Un ingé son aussi, bien sûr, qui nous a fait le modèle. Parce qu'on a des copains qui bossent dans les industries créatives, parce qu'on est nous-mêmes là-dedans, donc ils nous ont aidés un peu. Et puis après, nous derrière, on décline tout. Donc derrière, à partir de la DA et des outils qu'ils nous ont mis à disposition, c'est nous qui faisons les trucs. Donc voilà. Donc c'est peut-être que ça, vous avez les clés un peu du dessous du podcast pour vous rendre compte aussi peut-être de l'investissement que c'est. L'entrepreneuriat en fait. Clairement, ça nous a pris, je pense, en moyenne, si on devait dire combien de temps ça nous a pris par semaine depuis qu'on a créé le podcast là. Je pense que ça prend peut-être 1 jour et demi, 2 jours par semaine, 2 jours par semaine, bien 2 jours par semaine, je pense. Si on met tout ensemble, même aussi les lectures et l'écriture des podcasts, des épisodes, tout le temps à faire les montages, des trucs et tout, je pense qu'en vrai, c'est même un peu plus que ça. C'est genre 2 jours et demi par semaine, tu vois. Ouais, c'est au moins 2 jours et demi, 2-3 jours par semaine. Donc heureusement qu'on est à mi-temps tous les deux. Voilà, c'est ça. Donc on est à mi-temps, donc on a la chance de pouvoir le faire comme ça. Mais c'est vrai que on se rend peut-être pas compte, mais pour avoir les chiffres peut-être qu'on a pu avoir, en fait derrière c'est énormément de boulot en fait. Mais beaucoup de kiff. Oui, bien sûr. Non, mais on adore ça, sinon on le ferait pas, tu vois. Mais il faut pas se mentir non plus. C'est vrai que c'est quand même beaucoup de boulot. Mais ça nous a appris qu'on pouvait le faire, quoi. Et qu'on pouvait entreprendre des choses, cool. Alors que moi, je pensais pas du tout avoir un esprit entrepreneurial. Tout à fait. Je me suis rendu compte que je pouvais avoir ce côté-là, cette facette de moi, tu vois. Et ça, c'est très cool. Et dans les trucs que ça nous a appris aussi, pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, c'est aussi cette idée d'oser, du coup. C'est-à-dire d'oser se montrer en public, parce qu'il n'y a pas que la production de contenu, le taf derrière et tout. Il y a aussi le matériau de base, c'est nous en train de parler à une caméra et parler dans un micro et rentrer aussi et vous laisser rentrer dans notre intimité. C'est pas rien. S'affirmer, montrer sa personnalité, oser donner ses opinions en public. Je vous avoue que surtout des fois quand il y a des haters qui sont pas d'accord et tout. Après il y a des gens qui peuvent ne pas être d'accord et c'est bien, mais les haters c'est encore un autre level, c'est carrément c'est gratuit, tu vois. Nous on a eu des trucs comme ça. Non mais je sais pas si alors ceux qui viennent de Facebook et qui nous écoutent, est-ce que vous comprenez, il y a un délire sur Facebook qui sur YouTube aussi. Qui est un peu sur YouTube aussi, mais qui a pas du tout sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi, mais quand tu mets ton chapeau dans les vidéos, non mais à chaque fois ça crée des débats.
que les gens, avec ton look, les gens ne comprennent pas le style de Yoann. Mais surtout, c'est en mode, des jugements de valeur. C'est des jugements de valeur. Comment tu peux parler avec un chapeau sur la tête? Avec un chapeau, genre en mode espèce de bobo de merde. Tout ce que tu dis n'a aucune valeur parce que t'as un chapeau. Parce que t'as un chapeau. Je sais pas pourquoi ton chapeau, il fait débat comme ça. Mais en plus, il est super beau, mon chapeau. Mais en plus, il est trop beau, ton chapeau. C'est une amie qui nous l'a fait. C'est une amie qui te l'a fait, Amandine. Et moi, je le trouve trop beau, ce chapeau. Bah ouais, non, mais j'ai aucune honte par rapport à ce chapeau. Je vais continuer de le mettre. Assume ce chapeau. Mais tu vois, il y a un truc par rapport à ça. Alors, autant, on a se retrouvé dans des situations où il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec ce que j'avais dit parce que j'avais été maladroit, notamment une fois. Ouais. Et là, pour le coup, je trouve que c'est important d'écouter ce que les gens disent aussi en termes de contradiction, parfois sur des trucs où là, j'ai écouté et genre. Et c'est des choses auxquelles on n'avait même peut-être pas pensé. Ouais. Et c'est une autre vision qui apporte vachement d'éclairage aussi. Ouais. Et donc du coup j'ai choisi d'écouter. Une fois j'avais posté un Dr Love qui était un peu polémique où je prenais pas trop de pincettes, qui était un peu maladroit de ma part. Et il y avait eu des retours un peu forts. Et je m'étais rendu compte qu'il y en avait assez pour que je me dise ouais en fait là j'ai dépassé les limites. Ouais. Et donc du coup j'ai préféré m'excuser, retirer le contenu et puis voilà c'est tout, ça s'est fait comme ça. Donc là pour le coup ça peut être enrichissant. Et parfois quand c'est vraiment juste pas constructif du tout et que c'est juste des gens qui se défoulent, au début je dois t'avouer que ça m'énervait, hein, genre ça pouvait me mettre pas bien. N'importe qui le vivrait serait toujours un peu brusqué au début, c'est normal, t'as pas l'habitude de te recevoir des... Mais maintenant, je le gère avec l'humour, en vrai. Vous avez dû voir ça. D'ailleurs, ça marche bien quand je le fais. Je vous montre un peu les commentaires des gens. Comme le les mec gens qui sont avait plus dit... durs avec toi, hein. Je sais pas pourquoi, mais... Ouais, mais c'est parce que je prends Parce que tu postes plus aussi. Oui, mais j'ai aussi tendance à prendre des positions un peu fermes quand je parle. Je suis un peu... T'es un peu plus ferme. Donc forcément, ça va réagir. C'est normal, c'est le jeu aussi, tu vois. Genre. Mais parfois, il y a vraiment des haters qui sont... Où en fait c'est drôle, souvent c'est drôle. C'est drôle. Ouais. C'est un peu triste et en même temps c'est drôle. Le mec qui me disait avec tes grands cheveux de tantine là retourne chez ta mère ou je sais pas quoi. Ça c'était vraiment super drôle. D'ailleurs je l'ai mis et tout le monde était mort de rire. Enfin j'avais mis en story et donc la manière qu'on a de gérer ça maintenant, c'est avec l'humour parce qu'en vrai la plupart du temps c'est drôle. Ouais. Et quand c'est pas drôle, avec la compassion quoi. Parce qu'en fait pour envoyer un message hyper méchant à quelqu'un en commentaire. Sur les réseaux, faut vraiment pas avoir de vie, quoi. Enfin, je suis désolé, mais Mais peut-être que les commentaires les plus difficiles à recevoir, en tout cas quand tu commences, c'est les commentaires qui te disent que t'es qui pour parler de ça, tu vois. C'est ceux qui, déjà que t'as souvent, quand tu commences un projet, t'as souvent, forcément, on l'a tous, ce petit syndrome de l'imposteur. Et quand il y a des gens qui sont là et qui te disent, mais d'où tu parles, t'es pas psy, etc. On n'a jamais dit qu'on était psy, les gars. Genre, à aucun moment, on a dit qu'on était psy. On est juste là pour raconter nos expériences, raconter nos lectures et des points de vue hyper intéressants qu'on a pu lire ou écouter à d'autres endroits et vous les partager. Vraiment, c'est juste ça. Si ça peut faire évoluer, les mentalités et voilà, vos visions aussi sur le couple et les relations, nous on partage quoi. Mais c'est vraiment un partage d'expérience et de connaissances, mais c'est pas du tout se dire que on est psy et c'est juste des conseils quoi. Mais moi bizarrement c'est pas ça qui me chagrine. Moi je pense au début c'est ça. C'est pas tant ça moi je dirais je sais pas, c'est plus parfois la violence des gens qui ça peut rendre un peu triste, tu vois, c'est juste c'est gratuit quoi, tu vois, c'est juste vraiment un jugement de valeur sur ta personne en mode mais toi c'est de la merde, tu vois, t'es moche, tu vois, des trucs comme ça, genre ton chapeau c'est de la merde, c'est quoi ce style de bouffon, tu vois, genre de trucs. C'est vraiment juste des trucs de bully. Tu vois, en vrai, c'est juste triste. En fait, je dis sincèrement, genre maintenant, on utilise un peu plus la compassion pour gérer ce genre de choses-là. Sauf que quand c'est drôle, on rit, et quand c'est pas drôle, on rit, et quand c'est pas drôle, on laisse le truc, on se dit en fait, la compassion. C'est juste quelqu'un qui est pas très heureux, quoi, et qui assène ses jugements. C'est vrai que moi, si je suis pas, s'il y a un truc que j'aime pas, je vais jamais le dire sur les réseaux. Je vais jamais, tu vois, j'irai jamais. Je prends pas de temps en fait. Le fait de prendre du temps pour faire ça. Si je suis pas d'accord, je le dis, je suis pas d'accord, mais vite fait, c'est une idée qui passe dans ma tête et puis je passe à autre chose parce que j'ai pas que ça à faire en fait. C'est ça. Mais le fait d'écrire un commentaire carrément pour dire que c'est quoi cette tête de chapeau et tout. Surtout quand c'est pas constructif et que c'est pas. Après, quand c'est constructif, c'est hyper intéressant, ça crée un débat et tout, tu vois. Mais quand c'est pas constructif. Mais quand c'est juste pour asséner un truc, genre, tu sais, un truc un peu d'autorité parfois aussi, genre en mode, mais de toute façon, vous avez pas d'enfant, vous pouvez rien comprendre, ou des trucs comme ça, tu vois. En fait, c'est juste, Puis aussi, je pense qu'il y a aussi des gens qui. Il y a une forme de truc, on me dit, mais comment il se permet de parler alors que toi, parfois, quand on se permet pas de s'exprimer en public, qu'on a honte un peu de ses opinions et qu'on s'affirme pas beaucoup dans sa vie, voir quelqu'un qui se permet de le faire, ça peut être très énervant. Je pense qu'il y a ça aussi. Faut pas sous-estimer ça. Et ça revient à ce qu'on disait au début, c'est
on a dû traverser la peur aussi de s'exprimer en public et de montrer nos opinions et de se montrer. C'est quand même pas rien de faire ça. Genre, clairement, et puis même ça, hein, même le fait d'oser, d'exprimer ses opinions. Désolée, je t'ai coupé. Ouais. Mais c'est parce que, encore aujourd'hui, ce serait vous mentir que de dire qu'on dit tout. Genre qu'on se permet de dire... Des fois, on a envie de dire des choses et on se dit non, là, c'est un peu trop touchy. Ouais. On peut vexer des gens, etc. Donc, on le dit pas volontairement. Parfois, on se restreint. Et en fait, c'est... toi, t'apportes plus ça. Moi, j'ai tendance à être un peu plus brut. Toi, t'as tendance à être un petit peu plus brut. Mais les fois où je t'ai dit, là, calme-toi, en général, j'avais raison. C'est surtout quand ça apporte rien, en fait. Ouais. Tu vois, genre, on va pas se censurer juste pour se censurer. Parce que parfois, il y a des choses qui sont importantes à dire, qui font peut-être pas plaisir, mais je les dis quand même. Et ça, c'est important pour moi de pouvoir continuer à les dire, ces choses-là. Mais il y a des trucs où c'est juste... c'est juste aller dans des sujets un peu polémiques du moment, qui font réagir les gens de façon très... Ça sert à rien de rentrer trop loin parce qu'en fait tu vas pas pouvoir avoir de discussion apaisée avec les gens sont trop et puis nous-mêmes on peut être trop crispés sur un sujet, ça sert à rien de rentrer dedans. Donc quand c'est comme ça, on préfère se censurer, mais c'est pas vraiment se censurer, juste voilà, certaines choses on veut pas créer des polémiques et en vrai ça sert à rien de créer. Je pense et pour rebondir là-dessus, il y a déjà assez de polémiques sur les réseaux, ça sert à rien d'en créer. Le grand problème de notre époque, je pense, c'est le clivage et le blabla autour des clivages. C'est-à-dire que les gens ne s'écoutent plus, assènent des opinions les uns par rapport aux autres. C'est ça. Et en fait, le jeu des réseaux sociaux amplifie vachement ça. Par exemple, il y avait un truc qui montrait que l'algorithme va pas te montrer les mêmes commentaires en fonction de qui tu es. Et donc il va avoir tendance même à te montrer des commentaires qui vont te faire réagir, donc des commentaires qui vont pas dans le sens de ce que si t'es féministe par exemple, tu vas sur tu commences à regarder les commentaires sous des vidéos, ils vont te mettre directement en premier les commentaires des gros masculins. Des gros masculins, ouais, c'est fou ça. Et en gros, donc le jeu des réseaux sociaux et l'algorithme est fait pour créer en permanence du blabla et en fait des oppositions stériles d'opinion sur des sujets clivants. Et c'est pour ça que je disais que c'était très important pour nous aussi tout à l'heure quand on va sur un sujet, quand on creuse un peu du côté de l'opinion, de la psychanalyse sur le sujet de la rupture et de la fusion par exemple, derrière d'aller chercher aussi ce que vont dire les dissidents à cette théorie-là et pour essayer de faire une synthèse et aller explorer tous les tu vois les deux extrêmes du spectre ou les deux antithèses pour essayer d'en tirer quelque chose qui sera plus universel. Et je pense que c'est ce qui manque à notre époque, c'est cette idée de confronter les opinions divergentes pour essayer de faire quelque chose de constructif avec. C'est vraiment ce qui manque et c'est ce qu'on essaie de faire avec ce projet. C'est peut-être ce qui vous parle. En tout cas, c'est humblement ce qu'on essaie de faire. Ouais. Et je pense que c'est essentiel dans notre époque de porter un projet comme ça plutôt que de porter un truc qui va être hyper clivant, uniquement dans une chapelle et être dans l'exclusion de toutes les autres. Parfois, c'est tentant. Hein. Parfois, c'est vrai qu'il y a des traumas, des choses, tu vois, genre qui font qu'on a et il y a des luttes qui sont saines et qui partent de quelque chose de sain. Mais dès qu'on rentre tellement dans la lutte qu'on en vient à créer de l'opposition partout, à créer du blabla, à créer en fait du clivage en commentant, en étant violent, en fait je pense qu'on contribue plus au problème qu'on le résout en réalité. Même si le fond de ce que tu as à dire est juste pour toi. Mais même juste, tu vois, genre même si c'est un truc genre qui est universellement vu comme juste, la manière que tu vas avoir de le défendre va pouvoir faire capoter le truc. Je suis d'accord, tu totalement. Et ça peut être même de l'antiracisme, du féminisme, des choses comme ça qui sont des combats justes. Mais la manière, si la manière que tu vas avoir de porter ces projets, ça va être dans la conflictualité, dans le fait d'asséner des opinions, de pas écouter les autres, d'être dans moi j'ai lu ça, tu devrais dire ça et ferme ta gueule. Et en fait, tu contribues au problème, mec. Ouais. Même si à la base ce que tu dis est légitime, l'énergie que tu vas mettre dedans, elle va contribuer au problème. Ouais. Tu vois, et je dis pas évidemment que c'est pas le cas de tous les gens qui supportent ces causes-là, évidemment. Bien sûr. Mais voilà, et ça c'est très important pour nous de pas tomber dans ces trucs-là. De pas tomber, parce que c'est tentant. Hein. Je vous cache pas que des fois on se dit ça peut faire le buzz ou tu vois ça peut faire un peu polémique, etc. Et c'est ce que tu recherches aussi parfois quand tu es sur les réseaux. Mais en fait, c'est tellement une perte d'énergie après. Ouais. Parce qu'après tu dois gérer les commentaires des gens qui disent c'est de la merde ce que tu dis, truc et tout. Et ça fait pas avancer le débat. Ça fait pas avancer en fait. Et c'est franchement non. Du coup non, nous on préfère avoir une position plus neutre. On rentre pas dans le clivage. On va pas jouer le jeu du clivage. On essaie de faire un pas de côté, de dire ok, il y a des gens qui disent ça, d'autres qui disent ça. La vérité elle est peut-être grise, elle est peut-être un mélange complexe. C'est souvent le cas en plus. La vérité est souvent tout le temps le cas en réalité. Oui. Rien n'est tout blanc ou tout noir. Hein. Le monde est quelque chose de éminemment complexe et il y a pas une grille de lecture qui résout tout. Ouais. Et c'est ça aussi ce qu'on n'a pas dit, mais ce qui est hyper intéressant avec les lectures et tout qu'on a pu faire, c'est de voir plusieurs grilles de lecture sur un sujet. Ça, c'est assez cool aussi. Ouais, bien sûr.
Et parfois, les grilles de lecture se superposent, parfois il y a des divergences. Ouais. Et en fait, le but est plus d'enrichir sa cartographie du monde avec plein de points de vue différents pour enrichir sa compréhension et sa compassion aussi. Donc ça, on est capable aussi d'entrer en compassion. De se mettre à la place des gens, ceux qui sont pas d'accord. De ceux qui sont pas d'accord aussi. Ouais. Plutôt que de creuser que sur un sujet et d'être en mode non mais j'ai la vérité et puis c'est tout, tu vois. C'est tentant. Nous-mêmes, on le fait parfois à plein d'endroits. Oui, ça nous arrive. Et le problème de notre époque, c'est ça aussi. C'est vraiment ça en fait. Ouais. Enfin voilà, et c'est ce qu'on essaie de pas faire avec ce projet. Je pense que on a créé quelques polémiques malgré nous, mais j'ai l'impression quand même qu'on a un cadre, une communauté qui est très bienveillante. Oui. Et ça vraiment, c'est un. Je ressens de la gratitude pour ça. On le dit peut-être pas assez, mais merci à vous. Et on a co-créé ensemble un espace dans lequel on peut discuter des choses. Et voilà, il y a quelques petits haters à la marge, mais franchement, en tout cas sur Instagram, je trouve qu'on a une communauté avec laquelle on a des discours qui sont féconds. Et des dialogues qui sont féconds et franchement c'est juste hyper cool. C'est ça qui me donne aussi envie de continuer parce que si on se prenait en permanence que des gens si on se prenait que les commentaires YouTube, clairement ça serait oui, je pense qu'on en aurait marre. Ouais, parce que sur YouTube et Facebook les gens sont après je dis ça en même temps. Non, Facebook franchement ça dépend. Non, il y a plus juste de gens. Il y a le débat du chapeau sur Facebook, je ne sais pas pourquoi. À chaque vidéo où t'as le chapeau, il y a un débat. Mais sinon non, les gens sont gentils aussi. Je ne céderai pas, je remettrai ce chapeau. Remets ce chapeau. Je l'aime ce chapeau. Mais oui. Peut-être un autre point que ça a pu nous apprendre cette saison, c'est qu'on a appris aussi à poser des limites. Ouais. Accepter par exemple qu'on peut pas répondre à tout le monde, qu'on peut pas aider tout le monde, qu'on peut pas soigner les gens, tous les gens, qu'on peut pas soigner tous les gens. On n'est pas psy, on se prend pas pour ce qu'on n'est pas. Et c'est dur. Puis même si on était psy, tu peux pas soigner les gens sur Instagram. C'est ça, exactement. Moi, je suis en train de me former pour devenir thérapeute et c'est pas sur Instagram que je vais plus aider les gens. Tu vois. Enfin, mais par exemple, quand on reçoit plein de DM et qu'on peut pas répondre à tout le monde, des fois ça nous fait mal. Ouais, mais même encore se dit, parfois, on s'en veut un peu, on culpabilise, on se dit ils vont croire que on est méchant et tout ça. Mais au début, en tout cas ça nous est arrivé et effectivement on peut pas en fait, on reçoit trop de messages et si on en ouvre 2-3 le matin, c'est parce que vous avez été chanceux d'avoir envoyé en premier, quoi. Ouais. Et ce qu'on n'a pas ouvert, c'est que c'est arrivé à un moment où soit on n'était pas dispo, soit... Et du coup, après, ça passe à la trappe, quoi. Et puis, il faut conserver aussi, tu vois, il faut mettre des limites, parce qu'on passe beaucoup de temps sur ce projet. On passe beaucoup de temps sur les réseaux aussi. Sur les réseaux et tout, il y a un moment, ça fait une charge mentale. Si on doit lire tous les trucs tout le temps, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué, en fait. Ouais. Mettez-vous à notre place, c'est... Déjà, je vous dis, on disait tout à l'heure, c'est genre 2 jours et demi par semaine minimum, plein de création de contenu... plus tout le temps qu'on passe sur les réseaux, plus les réponses qu'on fait aux gens aussi, tu vois, genre qu'on essaie de répondre quand même beaucoup. On essaie de répondre quand même. Donc voilà, si on peut pas vous répondre, ne le prenez pas mal, c'est que voilà, réessayez peut-être un autre moment sur un autre sujet. Exactement. Voilà. Mais voilà, ne le prenez pas personnellement, c'est juste nous qui avons pas le temps à ce moment-là et c'est tout en fait. Ouais. Et faut savoir un peu mieux gérer notre énergie. Parfois, moi, j'ai pu être un peu trop sur les réseaux. Même carrément beaucoup trop et ça peut t'épuiser un peu. C'est ça. On préfère donner du temps de qualité plutôt que d'être dans la quantité et juste de dire merci mais sans donner de réponse à la personne. Enfin, si on prend le temps de répondre à quelqu'un, si on ouvre le DM de quelqu'un, ensuite on va essayer vraiment de prendre le temps de lui répondre, quoi. C'est ça. Donc plus qualité que quantité. Alors peut-être le point suivant, c'est le bilan de cette première saison sur le travail à deux. Ah ouais. Sur le fait que c'est un projet qu'on partage. Ouais. Ça a plein plein d'atouts. Plein d'aspects positifs. On va peut-être commencer par ça. Ouais, vas-y. Plein d'aspects positifs, notamment, je dirais le premier, c'est la motivation. Ouais. Moi, j'ai déjà essayé de faire des projets toute seule avant. Je suis une personne qui a beaucoup de mal, dans mon cas, à me motiver toute seule. Et s'il n'y a pas quelqu'un derrière pour me dire, pour me motiver, quoi, j'abandonne en fait. Donc là, le fait d'être à deux, ça change tout. Ouais. Parce que quand il y en a un qui a la flemme, il y a l'autre qui est là pour le rappeler à l'ordre, vice versa. On fête les succès à deux. Non, c'est beaucoup plus motivant d'être à deux. Mais si on a plus d'idées, on confronte les idées, donc il y a un vrai dialogue. Tu vois, c'est pas un truc solo. Oui, c'est vivant comme projet. Ouais. C'est ça aussi, c'est peut-être que les gens apprécient, c'est que c'est pas un truc. On confronte nos idées. Il y a une vraie construction à deux. Ouais, on construit des épisodes à deux. On s'enrichit chacun l'énergie de l'autre. Ouais, on donne chacun notre expérience, etc., notre point de vue. On divise le travail par deux. Ouais, aussi, parce que voilà. Clairement.
Parce que ça peut être un peu rébarbatif, les tâches de montage. Ouais, surtout tout ce qui est montage, en fait, c'est un peu le plus compliqué. Hein. Donc ça, toi, tu fais montage audio, moi, je fais montage vidéo. Mais on est assez complémentaires là-dessus. On est assez complémentaires, ouais. Enfin, on s'est rendu compte qu'on était assez complémentaires, parce qu'on le savait pas forcément. Voilà, puis c'est aussi une aventure d'avoir un projet à deux. C'est une aventure conjugale, spirituelle presque aussi, parce que complètement. Parce qu'on a appris à se connaître comme ça mieux. Ça a fait changer plein de choses dans notre vie aussi quand même. La façon dont on avait ça a créé plein de crises aussi, on va pas se mentir. Peut-être qu'on peut parler de ça. Hein. Ouais. Il y a plein de défis derrière, parce qu'on a parlé des choses positives, mais il y a aussi le fait que Anna et moi, on a tous les deux des métiers à mi-temps. Moi, je bosse chez moi de par mon métier de producteur. Et en plus, j'ai mis un peu en stand-by l'activité. J'étais forcé de la mettre en stand-by pendant un petit bout de temps. Donc, je suis resté beaucoup à la maison. Ouais. Et Anna elle-même est à mi-temps. Donc, on est souvent l'un sur l'autre. Donc, on est très souvent l'un sur l'autre. Et voilà, donc ça a pu créer ce projet des moments de fusion aussi. On est tout le temps ensemble. Complètement. On se renfermait sur nous. On a vraiment vécu ça à pas mal de moments. Et encore de temps en temps, on retombe dans ce travers-là. Où on est l'un sur l'autre, on fusionne et à la fin c'est fatigant quoi. Et ça me fait penser à un truc par rapport à ce truc de la fusion, c'est que le fait de défusionner et d'être indépendant dans le couple, chacun de conserver une belle indépendance, tout en trouvant un équilibre avec la vie de couple, c'est une voie en fait, c'est un chemin, c'est pas un truc qui est décidé à l'avance et puis c'est bon. Et tu vois, ça fait rebondir aussi sur le truc de il faudra avoir tout réglé avant de se mettre en couple. Tu vois et en fait, on se dirait que le couple, ce serait finalement l'aboutissement d'un chemin. Genre en mode, je vais tout régler avant, ou en tout cas, je vais régler beaucoup de choses, je vais m'apaiser, je vais devenir mieux avec moi. Et puis voilà, et puis pour obtenir finalement le Graal qui sera, je vais me mettre en couple. Et puis après, c'est réglé. Et moi, j'ai envie de dire, mais en fait, quand tu t'es mis en couple, c'est là que ça commence en fait. Genre, tu vois, c'est vraiment le moment où ça commence. Après, là, on parle des choses sérieuses, j'ai envie de dire, parce que là, la confrontation entre deux individus différents, avec un passé différent, avec des points de vue différents, avec des familles différentes, c'est ça. Là commence l'éminente et la haute complexité de la vie relationnelle. Et c'est ça qui est le plus difficile finalement. Et donc c'est pour ça aussi que ce truc de défusionner et tout, c'est bien d'en parler, c'est important, mais il faut garder en tête que c'est un processus qui est tout le temps à l'œuvre. Et puis dans une vie, il y a des moments où on est porté par des activités, des choses qui font qu'on naturellement on va avoir chacun notre espace, ça va être cool. Et puis il y a des moments où on peut juste pas en fait, matériellement c'est pas possible. On traverse parfois des périodes de chômage ou des choses comme ça. Et puis on est ensemble. Et puis voilà. Et puis par la force des choses, on refusionne. En fait, c'est un processus à travers lequel on grandit en le traversant. En se heurtant à la difficulté, en se heurtant à des moments de crise. Et donc voilà, ça c'est vraiment important à rappeler aussi. Genre, c'est important. Ok, faut pas se mettre en couple tout de suite pour rien et dans une espèce de fusion immédiate. Évidemment que parfois il y a des choses à réparer avant d'envisager une relation. Mais même quand on a commencé à réparer, en vrai le vrai taf il commence en couple en fait. Enfin il commence en relation. Ouais. Et voilà, ça c'est vraiment important. Ouais, parce que la relation peut faire ressortir nos pires côtés. Ouais. Nous, on l'a vu avec ce podcast, c'était pas tout blanc et tout beau à chaque fois. Hein. Il y a eu des prises de tête, les gars, si vous saviez. Ouais, grave. Il y a des fois où on a voulu arrêter, mais pas parce qu'on n'aimait pas le projet. Juste parce qu'on se fritait sur des détails, sur des répartitions de tâches. Parfois sur des trucs plus que des détails. Hein. Oui, sur des trucs vraiment très profonds en fait. Hein. Sur comment on se répartit la charge mentale toi t'avais l'impression d'avoir un peu plus la charge mentale au début. C'est vrai que moi j'étais un petit peu plus laxiste parce que c'est mon tempérament. Mais c'est vrai que j'ai pas vu que en fait c'est toi qui devais tout décider à chaque fois. Et moi, je me laissais un peu porter au début du projet. C'était beaucoup ça, je trouve. Et moi, j'ai aussi mon côté parent normatif là, qui veut tout décider tout le temps. Qui veut tout contrôler aussi. Donc moi, j'arrivais peut-être pas aussi à prendre ma place. Donc c'est un truc qui se faisait à deux. Hein. C'est pas la faute que de l'un. C'est un truc qu'on entretenait en fait. Et on aurait pu être très mal à l'aise de continuer à donner des conseils de couple aux gens, alors que nous-mêmes, on traversait des crises de par ce projet où on donne des conseils. Et en fait, ce qui nous met à l'aise par rapport à ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, c'est pas on est dans une posture de gourou, on a tout résolu et du coup on vous donne des conseils de top down en mode nous on a compris, on va vous expliquer la vie, tu vois. Non, en fait, nous-mêmes on traverse des trucs ensemble, des trucs de base, de disputes de couple, tu vois, et c'est parce qu'on les traverse justement qu'on peut vous accompagner.
Si on les traversait pas et si on était parfait, ça n'a pas de sens. Mais ça n'existe pas en fait. Enfin, je veux dire, le mec qui vient te dire moi je suis parfait, je vais te donner les leçons, faut pas l'écouter en fait. Non, ça n'existe pas, ouais. Tu vois. Ouais. C'est important. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui prennent cette posture en développement personnel. Nous-mêmes, parfois, on a tendance peut-être à la prendre. Ouais. Et on s'excuse si on le fait, parce que la réalité est tout ça autre. aussi, c'est un travail. Il y a des moments, en fait, il y a un truc d'humilité. Faut redescendre, ouais. Si en fait, putain, on a des problèmes de couple comme tout le monde, on se frite comme tout le monde. Il y a pas plus tard qu'il y a un mois là ou quelques semaines, on a eu une énorme dispute, qui a remis pas mal de trucs en question, qui a remis des trucs essentiels en question. Enfin, on était vraiment, on s'est pas parlé pendant 2 jours. Enfin, c'était chaud. Je pense qu'on fera un épisode là-dessus parce que c'est assez intéressant. Ouais. La manière de pourquoi on en est arrivé là, on vous fera un épisode là-dessus. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour vous dire, l'aventure, elle commence en relation. Et c'est loin d'être facile. Et en fait, il n'y a pas d'antidote, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de solution facilement actionnable qui va régler tout le problème en 2 minutes, comme on a vu, on en parlait avec Angelo la dernière fois. Parfois, souvent même, la seule solution, c'est de traverser ensemble, quoi. Genre, c'est pas agréable, on traverse. En fait, on a nos blessures, nos traumas, on traverse. Voilà, le vrai problème, c'est quand, encore une fois, parfois c'est nécessaire, mais c'est quand on va couper la relation dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a quelque chose qui correspond pas à l'idéal. Ça crée beaucoup de solitude et de souffrance. De toute façon, dans tous les cas, être avec quelqu'un, il y a des frottements, il y a des... Et encore plus il y a des moments où ça va pas être rose, en fait, où ça va même être douloureux, parce qu'on a tous des traumas, parce qu'on a, encore une fois, pour plein de raisons. Et encore plus quand on fait des projets. Tu vois, genre projet d'enfant, projet de... ça vient décupler les problèmes. Nous, on l'a vu. C'est clair. Les fois où on pouvait... Enfin, les fois, tu vois, quand t'as ta petite vie de chacun de son côté, etc. Bon, en vrai, c'est quoi c'est pas des grosses disputes, tu vois, c'est des petits trucs à la con. C'est quand tu commences vraiment à t'engager, Quand tu commences vraiment à habiter avec la personne, là, il y a d'autres problèmes qui arrivent. Quand tu veux un projet, un projet professionnel avec la personne, quand tu veux un projet d'enfant avec la personne, voilà, ça change tout. Nous, c'est un peu notre bébé, le podcast. Donc, alors, on va pas du tout dire que quand t'es parents, c'est les mêmes problèmes. C'est 1000 fois plus, je pense. Mais on a vu un petit peu ce que ça pouvait, tu vois. C'est clair. Ce que ça pouvait apporter comme difficulté supplémentaire, le fait d'avoir un projet commun, quoi. Ouais. Clairement. Mais tu vois, c'est peut-être un des enseignements, du coup, c'est que ce projet-là, il nous a aidé à peut-être mieux traverser les conflits. Bah oui. Et tu vois, cette idée que... rester ensemble et continuer le projet et continuer à travailler ensemble, continuer à faire en sorte de traverser, de rester avec l'autre, de continuer à alimenter quand même un peu une forme de la tendresse en fait pour l'autre, même dans les moments difficiles. Même dans les moments où on peut plus se voir, c'est ce travail de plutôt que d'alimenter le conflit, non, sors un peu, va respirer, fais autre chose, traverse. Ouais, c'est ça. Traverse et après reviens et traverse, restez avec, tu vois. Ouais. C'est pas un truc à faire dans tous les cas. Parfois, c'est juste insoutenable et on n'est pas prêt. Mais ce que je dis, c'est que tous les couples, par contre, qui s'épanouissent sur le long terme, ont compris ça, je pense. Et c'est que cette nécessité de traverser les crises, on les traverse quand on s'aime. En fait. Et c'est pas l'absence de crise qui va dire quelque chose de la validité de l'amour qu'on a. Au contraire, c'est les crises qui vont renforcer et qui vont éprouver et renforcer notre amour. Exactement, parce qu'en fait, on se rend compte que, la dernière grosse dispute qu'on a eue là, moi j'ai réalisé que, on en reparlera, mais que je pouvais te perdre en fait. Ouais. Et ça, c'est souvent ce qu'on dit, c'est quand tu perds quelque chose que tu réalises à quel point il avait de la valeur pour toi. Et dans les conflits, tu es à cette limite, tu atteins parfois cette limite-là de potentialité de perdre l'autre. Et du coup, ça te met un peu une claque, tu vois. Ça te remet sur... ça fait une sorte d'électrochoc. Et tu te dis, non mais en fait, là, je vais tout faire pour que ça marche. Et tu mets ton ego de côté. Et tu t'excuses, quoi. Tu communiques, tu parles, tu traverses le truc, quoi. Parce que... Il y a une métaphore qui permet d'expliquer ça. Tu sais, il y a cette phrase de Rilke, qui est un poète allemand-suisse, qui dit souvent les pires dragons de nos existences, si on prend le temps de les embrasser, deviennent des princesses.
C'est ce thème un peu le dragon, et il y a quelque chose de très vrai là-dedans. Et l'attitude inverse consisterait à, dès que le dragon se manifeste, vouloir lui couper la tête. Et ça, c'est quoi ? C'est l'attitude qui consiste à dire, dès qu'il y a une crise, qu'il y a quelque chose qui me met trop en difficulté par rapport à l'illusion que je peux avoir de ma propre puissance, de mon propre contrôle de la situation, quand l'autre n'est vraiment pas d'accord avec moi sur un sujet qui est essentiel pour moi et qu'il y a mon monde qui vacille et que ça va plus, la tentation de certains peut être de couper la tête du dragon. C'est-à-dire de dire non, en fait, c'est trop violent, je me barre. Ah, parfois, c'est nécessaire. Parfois, c'est nécessaire. Parfois, ça ne l'est pas, parce qu'en réalité, parfois ça l'est pas, deux individus, encore une fois, qui restent ensemble sur le long terme, il va y avoir des désaccords profonds à un certain moment. C'est obligatoire, en fait. Et donc, l'attitude inverse consisterait à embrasser le dragon. C'est-à-dire ne pas lui couper la tête immédiatement, de ne pas vouloir évacuer le problème, de jeter le bébé avec l'eau du bain, pour prendre une autre expression. C'est violent. Plutôt que de lui couper la tête immédiatement en écartant le problème, au risque qu'il se remanifeste derrière d'une autre manière encore plus vénère, c'est-à-dire avec le dragon, il aura 2 têtes cette fois-ci. L'idée, c'est de respirer avec le dragon, parce qu'on a tous des dragons, et en fait, l'illusion qui consiste à penser que c'est en changeant de relation qu'on va complètement créer une nouvelle situation dans laquelle il n'y aura plus de dragons, il y aura que des princesses, et en fait, on va jamais traverser cette illusion, et le pire, c'est que à trop couper la tête du dragon, le dragon se retrouve avec 1000 têtes. Et plus tu fais ce processus-là, c'est-à-dire de jamais vouloir traverser, de jamais vouloir embrasser le dragon pour qu'il se transforme en princesse, et de vouloir lui couper la tête, et plus la fois d'après il aura plus de têtes et plus il sera encore plus monstrueux, en fait. Et du coup, à un moment, la seule option, c'est de baisser les armes et d'accepter le dragon, en fait, de se dire en fait, on a tous nos dragons, et en l'acceptant à l'intérieur de nous, en disant ok, peut-être que tu as ma place à l'intérieur de moi, ça fait mal, c'est chiant, c'est inconfortable, mais tu as ta place à l'intérieur de moi, en fait. Tu es mon trauma, tu es ma difficulté, tu es ma part d'ombre. Et bon, c'est difficile, mais j'accepte que tu es là. Et quand tu commences à faire ça, là, tu traverses, et là, ça se transforme en princesse. Et là, peut advenir l'épanouissement relationnel tant recherché. Tu vois, ça, cette métaphore-là, je pense qu'elle est vraiment importante. Grave. Ouais. Belle métaphore. Je sais pas si tu as d'autres choses à dire sur ce point, mais peut-être qu'on peut passer au suivant. Ouais, peut-être... parler de la suite. Non, moi j'avais noté un autre point aussi, de ce que ça nous a appris, mais c'est un peu en rapport avec la suite. C'est nous ce qu'on fait là pour le moment, ça reste du virtuel. C'est du numérique. C'est du numérique. On vous parle à travers un micro, on vous voit pas en vrai. Pareil sur les réseaux, à travers des vidéos, etc., des stories et tout. Et on se rend compte que au quotidien ça nous suffit pas. C'est épanouissant comme projet, c'est super, mais l'épanouissement un plus complet pour nous, ce serait vraiment de vous rencontrer et d'être face à des humains, en fait, et pas à des profils virtuels sur les réseaux. Tout à fait. Et donc c'est la raison pour laquelle moi je suis en train de me former pour devenir thérapeute, qu'on commence à penser à des idées d'ateliers, on a de retraite. Ça va pas se faire tout de suite. Je pense qu'on a vraiment besoin de prendre le temps de formation, d'une forme de maturité. Même si moi j'ai quand même déjà, moi je fais aussi du chant. Je suis aussi un petit peu coach vocal et je vais me former aussi dans cette voie-là je pense dans les mois à venir. J'ai déjà animé des ateliers de chant et de coaching vocal. On anime des ateliers, Donc on a déjà animé, j'anime aussi des bains sonores, etc. Donc on sait quand même animer des ateliers, etc. On a une petite expérience là-dedans. On a une petite expérience, on l'a déjà fait dans des retraites, etc. Mais là, on aimerait quand même faire des ateliers sur le couple, donc c'est d'autres thématiques. On sent qu'on a encore besoin de maturité et de se former. Mais ça va arriver, mais je pense que ça va arriver dans les mois. Tranquillement, quoi. C'est ça exactement. Courant 2025. Je pourrais te donner de date mois ou précise. Année. On peut pas se mettre la pression, mais on sait que ça va un arriver, moment, en fait, c'est sûr que ça va arriver. Déjà, on va continuer de faire ce qu'on fait sur les réseaux et continuer de renforcer le lien qui nous unit. Et puis à un moment, on vous rencontrera, on va ouvrir un peu plus. En tout cas, sachez que c'est dans les pipes, c'est pour la suite. Et ça nous permet aussi d'embrayer avec le prochain point qui est justement les plans. Clairement, on se dit, peut-être le premier truc qui arrivera, ce sera peut-être sûrement des ateliers. Je pense, des consultations pour moi quand je serai diplômé. Ouais. D'ailleurs, Yo, tu reçois souvent des demandes de coaching. Pour l'instant, en fonction de la demande, si je me sens prêt ou pas
à suivre, je dis oui ou non. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai pas officialisé mon offre à cet endroit-là. Ouais. J'attends encore. Je suis encore en formation, donc j'ai pas envie de vendre quelque chose que je peux pas offrir pour l'instant. Ouais. Donc voilà. Pour des trucs de coaching ponctuels, je pense que je peux accompagner les gens. Oui. Pour des choses un peu plus thérapeutiques sur le long terme. Quand c'est un peu plus thérapeutique et tu sens qu'au téléphone c'est profond les problèmes, voilà. C'est normal. Ouais, c'est ça. Bon, on va continuer le podcast. Hein, ça, il y a pas de mystère. Il y aura une saison 2 et peut-être une saison 3 aussi. Ouais. En tout cas, on n'a pas prévu d'arrêter pour le moment. Il y aura plus d'invités que l'année dernière. Oui, parce que de toute façon, on a commencé ce format de en date avec. Ouais. Il y a pas tant de temps que ça finalement. Ouais. Toi, t'avais peut-être un projet de chaîne YouTube aussi. Ouais, c'est ça. Je me tâtais parce que c'est vrai que ça pouvait. Je me disais que. On a déjà une chaîne YouTube. On a déjà une chaîne YouTube, mais peut-être l'alimenter avec des vidéos faites pour YouTube parce que ça permettrait de faire des formats un peu plus spontanés, un peu plus longs pour parler de certains sujets. Je pense que ça pourrait être bien. Après, c'est du ça boulot, demande beaucoup YouTube. de boulot. Ouais. Donc voilà, à voir. Franchement, à voir. On va réfléchir à tout ça. C'est pas encore acté. On va continuer le podcast par contre. Ouais. Là, on fait une pause. Ouais, là voilà, c'est la pause estivale. Vous avez dû le sentir. On continuera de poster un petit peu. Là, c'est le dernier épisode de la saison. Ouais. On reprend, je pense, courant septembre. Ouais, c'est ça, exactement. Et on va partir en vacances au mois d'août, là. Ouais. Voilà, on va partir un petit peu chez des amis. Je pense qu'on va poster quelques contenus encore. Plutôt lifestyle. Un peu moins, plutôt, voilà, pour vous montrer un peu. Vous verrez où on sera cet été. On part pas très loin, mais c'est sympa. Ouais. Et puis voilà, quoi. Voilà. Ouais. En tout cas, on a hâte de vous retrouver à la rentrée. Ouais. Là, pour l'instant, voilà, vacances bien méritées. Oui. Et puis voilà. Hein. Oui, trop hâte de revenir parler dans ce micro parce que j'ai pris l'habitude. Ouais. C'est sympa de parler dans le micro, hein, je vous cache pas. Bonjour, de prendre des petites voix, etc. Moi, j'adore. T'es très doué pour ça, t'as une voix parfaitement podcastable. Ah, merci, toi aussi. Mais moi, je travaille dans la voix, alors c'est vrai, j'ai remarqué ça. Je suis dentiste, donc c'est la bouche, hein, clairement. C'est vrai. Je chante, c'est la bouche aussi. Enfin, pas que la bouche, mais c'est la zone. C'est lié à la voix. Bouche aussi. C'est vrai? N'importe quoi. Tu as des très belles dents. C'est des années d'orthodontie, mais et voilà, et le coaching vocal aussi. Enfin, il y a plein de choses liées à la voix. Et là, le podcast où tu parles dans un micro, donc c'est complètement lié à la voix aussi. Ouais. Donc je pense que je vais continuer dans cette voie-là et la voix du couple aussi. On est en plein dedans. Qui est une voix aussi. Voilà. On peut s'arrêter là ? Ouais, on peut s'arrêter là. Oui, on vous embrasse. Oui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit like, à aller nous suivre. Un petit 5 sur 5 sur Un petit 5 sur 5 aussi, ouais. À aller nous suivre sur les réseaux sociaux, @la voix du couple, à partager le podcast à vos amis, à votre famille. Et voilà, on vous souhaite très bonnes vacances. Très bonnes vacances. Et on vous dit très bel été pour ceux qui travaillent aussi. Nous, on travaille aussi une bonne partie encore du mois d'août. Et on vous dit à très vite. Ouais. Ciao, ciao. Ciao, ciao.